Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Graveur de mémoire. Pascal Touré-Leroux, Drôle de jeunesse, 2011. Émile Herlic, Vent printanier, nom de code pour la rafle du Veldiv. Récit 2011. Dominique Poulachon, René, Maquisard. Sur les sentiers de la résistance en Saône-et-Loire, 2011. Chanda Tonme, Les chemins de l'immigration, La France ou rien. Vol 3 d'une autobiographie en 6 volumes, 2011. Claude-Alain Christophe, Jazz à Limoges, 2011. Claude Milon, Pierre Deloger, 1890 à 1985. De la Boulange à l'Opéra, 2011. Jean-Philippe Goudet, Les Cendres de l'espoir. Une famille auvergnate durant la Seconde Guerre mondiale, 2011. Armand Benaccerraf, 3 passeports pour un seul homme, itinéraire d'un cardiologue, 2011. Vincent Jantet, Je suis mort un mardi, 2011. Pierre Peloux, L'arbre et le paysage. L'itinéraire d'un postier rouergat, 1907 à 1981, 2011. François Denis et Michel Denisdelcey, Les araignées rouges, un agronome en Éthiopie, 1965 à 1975, 2011. Jalil et Marie Hakem, Le livre de Jalil, 2011. Chantal Meyer, La chrétienne en terre d'islam, 2011. Daniel Barceloguez, Racine tunisienne, 2011. Paul Schechter, En 1936 j'avais 15 ans, 2011. Roland Beauchot, Mémoire d'un biologiste. De la rue des Écoles à la rue d'Ulm, 2011. Éric Doroni, L'Afrique sur le vif. Récits et péripéties, 2011. Eliane Aliraud, L'aventure guinéenne, 2011. Louis Givlet L'écolo, Le pollueur et le paysan, 2011. Yves Gégouzeau, Madeleine dite Betty, déportée résistante à Auschwitz-Birkenau, 2011. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Saint-Exupéry. Première partie. 1950, Christiane et Henri-Louis Aurin. Nous dédions ce témoignage de notre longue vie conjugale à nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Chacun d'eux nous ayant donné une part de notre bonheur. Chapitre 1, Le milieu de la paysannerie. Je suis né, il y a bien longtemps, le jour du premier anniversaire de la signature de l'armistice de la Grande Guerre de 1914 à 18, soit le 11 novembre 1919. C'est en tout cas ce que m'a toujours dit ma mère qui, en principe, devait le savoir mieux que quiconque. Toutefois, ma naissance ne fut enregistrée en mairie que le 12 novembre, sans qu'il soit précisé que la naissance datait du 11. Officiellement, je suis donc né le 12 novembre et non le 11, qui est pourtant un jour bien plus glorieux. Je suis venu au monde en Haute-Bretagne, dans le milieu des petits paysans pauvres, de cette région de bocage du pays redonnais, où coule la rivière la Vilaine. Le langage employé là-bas était le gallo, avec cependant de nombreux apports du parler nantais. Cela en faisait un langage un peu particulier, limité à une aire géographique peu étendue. Notre famille, comme beaucoup d'autres, vivait pratiquement en autarcie, troquant certains produits comme le beurre, le lait et les œufs contre du café, de la chicorée, du sucre ou encore du pétrole. C'est cette situation de la paysannerie qui explique et justifie l'importante émigration des régions rurales pauvres de Bretagne mais également de beaucoup d'autres régions de la France d'hier. Pour la période considérée de l'après-Grande Guerre de, la vie était dure. Et il en était de même des personnes. Malgré cette vie difficile, dans la grande majorité des foyers, l'affection parentale était présente. Il n'en était pas ainsi chez nous, et il ne le sera jamais. Écrire sur le comportement de ses parents est un exercice difficile à réaliser. Je l'ai fait. Cela m'a servi de thérapie et m'a libéré d'un poids que j'avais traîné toute ma vie. À la fin de ce présent ouvrage, le lecteur intéressé trouvera les références du livre où ce point particulier est traité. Dans le présent document, ce sujet ne sera que sommairement abordé. Je ne vais pas réécrire ce qu'il a déjà été, avec beaucoup de détails. Chapitre 2, Le milieu familial. Mes parents s'étaient mariés au début de la guerre, et la naissance de leur premier enfant date de 1915. Bien que porteur d'un important handicap 3,
Mon père fut malgré tout jugé bon pour le service. Dès la première année du conflit, il fut évacué sanitaire vers la Suisse. Ma mère alla le rejoindre à Interlaken. C'est là que naîtra leur deuxième enfant en 1918. Ils ne rentreront en France qu'à la fin de la guerre. 8 autres naissances suivront. Leur dernier rejeton verra le jour en 1939. Mes parents n'auront à déplorer qu'un seul décès en bas âge. Ma mère aura donc mis au monde 10 enfants en 24 années. Soit une naissance tous les 28 mois. Je suis le troisième de cette importante fratrie. La guerre était passée par là, et le frère aîné de mon père avait été tué au combat. La tradition familiale voulait que le second garçon, par ordre de naissance, prenne en charge la petite exploitation familiale. Propriété que ma grand-mère, bien que veuve depuis 1902, avait tenue, y compris pendant les années de guerre, en y élevant seul ses 6 enfants. En 1919, il appartint donc à son second fils, selon la tradition qui remontait au temps du droit d'aînesse, d'assumer la charge et de faire fructifier autant que possible les quelques hectares que comprenait la ferme. En cette période de l'après-guerre, la famille se composait des parents et de 5 enfants. Nous occupions la maison ayant appartenu avant le partage de 1922 à mes grands-parents paternels. Cette maison traditionnelle rurale bretonne n'était constituée que d'une seule pièce au sol de terre battue. À la Saint-Michel de l'année 1931, mes parents déménagèrent pour occuper l'habitation d'une ferme de 35 hectares de terre labourable dont ils étaient devenus les fermiers. La nouvelle demeure s'avérera nettement plus importante et par voie de conséquence, beaucoup plus confortable, que celle que nous venions d'abandonner. Cela à tout point de vue, notamment à cause du nombre plus grand de pièces habitables. Le fort handicap de mon père, causé par la trépanation qu'il avait subie tout enfant, était vraisemblablement la cause d'une maladie invalidante. Il fut atteint sa vie durant, de crises d'épilepsie dont les membres de ma fratrie furent témoins. Peut-être des séquelles dues à cet acte chirurgical, réalisé dans on ne sait quelles conditions. Malgré tout, mon père est décédé à l'âge de 74 ans. D'un tempérament renfrogné, il ne s'adressait jamais à ses enfants sauf pour donner des ordres brefs. Il pouvait aussi se montrer violent envers eux. Ma mère était tout le contraire de son conjoint. Douée d'une intelligence vive, petite, fière à l'excès, elle avait la répartie facile et aimait rire. Elle n'adressait la parole qu'aux seules personnes qu'elle jugeait dignes de lui répondre. Comment une telle personne a-t-elle manqué de sensibilité au point de ne pas donner à ses enfants la part d'affection maternelle naturelle qui leur revenait? J'allais écrire de droit. Je l'ignore. À l'inverse du père, la mère n'a jamais eu recours à la violence envers aucun de ses enfants. Une idée m'est venue à l'esprit. Il n'est pas impossible que la peur de son conjoint fût la compagne journalière de ma mère pendant toute sa vie conjugale. Si ce fut le cas pour moi, elle est totalement excusée. Quoi qu'il en soit, il n'est pas concevable d'en vouloir à une mère. Chapitre 3 : L'enfance et l'adolescence. Très tôt, avant de fréquenter l'école, j'avais pris conscience que tant pour l'un que pour l'autre de mes parents je ne comptais pas. Je n'étais rien. Je me voyais comme le vilain petit canard. C'était peut-être la raison qui faisait que personne ne pouvait s'intéresser à moi. En 1931, je pâchais avec succès le certificat d'études du diocèse de Nantes. Dès le lendemain, je quittais l'école, j'avais 11 ans et demi. Sans perdre de temps, j'étais placé comme valet de ferme chez un voisin qui était aussi un cousin. Si je n'étais pas maître de mon destin, cela ne m'empêchait nullement d'imaginer mon futur. J'avais décidé très tôt qu'en aucune manière je ne vivrais comme mes parents. Pour réaliser mon rêve, une seule possibilité, je devais impérativement quitter le foyer familial. Pour quelle destination et pour quoi faire ? Je n'en savais rien. Ma volonté était d'abandonner cette vie dans laquelle je n'étais rien et où je n'avais pas ma place. J'aurais voulu continuer à étudier. C'était bien évidemment le rêve d'un enfant esseulé, au milieu des siens. Mes 2 aînés se suffisaient à eux-mêmes pour les jeux, ils me rejetaient. Je me taisais et personne ne s'en inquiétait. En réalité, depuis ma plus jeune enfance avant même mon entrée à l'école, je m'étais construit un monde à moi et je m'y trouvais bien, je n'avais nul besoin des autres. C'est sans aucun doute à cette époque qu'a commencé à prendre corps ma forte tendance au rêve.
Après 2 ou 3 années de présence dans cette ferme, ma sœur et mon frère aîné nous quittèrent pour émigrer vers la capitale. Un frère de ma mère devait les y accueillir. Ce départ faisait désormais de moi l'aîné de la fratrie qui n'en comptait plus que 5. Je me suis rapidement rendu compte des nombreuses et importantes lacunes existant dans l'exploitation rationnelle de la propriété, lacunes imputables au manque d'énergie de la part du père de famille. À l'âge de 16 ans d'autorité, je pris les rênes de l'exploitation. J'assumais alors des responsabilités qui, assurément, n'étaient pas de mon âge. Et cela, sans aucune réaction de la part de mes parents qui me laissèrent faire sans aucun commentaire. Un matin, au moment de prendre collectivement la traditionnelle soupe de 8 heures, j'annonçai que nous irions dans tel champ pour semer le blé noir. Bien évidemment, et cela allait sans le dire, il revenait au père de famille d'effectuer le geste auguste du semeur. Dans cette action, mon frère suivant fut mon fidèle second. Pendant toute cette période, aucune remarque ne me fut faite par l'un ou l'autre des parents. Il s'agissait entre nous d'un accord tacite. Extraordinaire situation pour un adolescent introverti et timide. Quelles paroles avais-je prononcées pour obtenir un tel résultat ? Ce point est resté dans mon esprit un mystère total. Les résultats de notre récolte furent excellents. Sur cette ferme équivalente à la nôtre, nous fîmes en cette année 1936 la meilleure récolte de blé noir. J'étais heureux de ma réussite, et je commençais à aimer la terre. Hélas, ma joie fut de courte durée. En effet, 2 ou 3 semaines après la récolte, la totalité du cheptel vif et mort de la propriété était vendue aux enchères publiques par voie de saisie de justice. Ce jour-là, je n'étais pas à vendre mais à louer, ce que fit mon père pour la somme dérisoire de 3,50 nouveaux francs 4 pour un mois de travail. Je suivis donc l'homme qui venait d'obtenir ainsi mon engagement, en qualité de valet de ferme. J'eus beaucoup de chance, car je vécus quelques mois au milieu d'une famille fort sympathique où je fus traité comme un enfant de la maison. C'était nettement plus gai pour moi que l'univers familial que je rejetais de toutes mes forces juvéniles. J'avais enfin quitté ce milieu qui m'était hostile. 1936 chapitre 4 Ma seconde naissance, seule au milieu des marais. La volonté de quitter mon monde d'origine, ce monde dans lequel j'avais passé toute mon enfance, continuait d'être présente à mon esprit. Pour y arriver, j'avais conscience que ce qui me manquait c'était un minimum d'instruction. Afin de suppléer à ce handicap, je fis alors une tentative auprès de l'institutrice de l'école laïque de mon village. Répondant à ma question, elle éclata de rire tout en me claquant en pleine figure, au propre comme au figuré, la porte de l'école de la République. Elle me renvoya à l'école des curés, dont je venais. Je venais de vivre là, ma première humiliation. Toutefois, l'idée de m'instruire resta présente à mon esprit. C'était l'hiver. Je me trouvais à bord d'une petite barque, dite plate, occupée à couper du bois de haie, au milieu des marais. L'eau était glaciale. Dès le premier jour, je ressentis une étrange et curieuse sensation. Sur ma barque, j'avais l'impression d'être seul sur une immensité d'eau, de me trouver dans un autre monde. Pour la première fois de ma vie, j'éprouvais un sentiment de bonheur, j'étais heureux. Ce fut à partir de ce moment qu'une main invisible prit la mienne pour ne plus la lâcher. Ces dernières années, cette sensation m'est fréquemment revenue en mémoire car je ne l'ai ressentie nulle part ailleurs, au cours de mes nombreuses tribulations. En compagne fidèle, ce moment de totale solitude se répéta chaque jour pendant toute cette période hivernale où je travaillais sur le marais. Dans ce silence absolu, uniquement brisé par le bruit de ma serpe cognant contre le bois ou le plouf provoqué par le plongeon d'une poule d'eau, je me sentais bien. C'est dans ce décor qui était pour moi fabuleux, que germa dans mon esprit une idée qui devait s'avérer être comme ma bonne étoile. J'allais avoir 17 ans, et ma voie m'apparut toute tracée. Je devais m'engager dans la marine nationale. Symboliquement, c'est dans ce milieu aquatique que je suis né pour une seconde vie. C'est de toute manière plus poétique que le quai d'une gare dont j'ai parlé ailleurs. Avant d'aller plus avant, je souhaite insister sur cette notion de seconde naissance, naissance à partir de laquelle je vivrai effectivement désormais une autre vie, qui n'aura plus rien à voir avec celle du passé. C'est ce que je recherchais sans en être tout à fait conscient, et qui est arrivé à point nommé. Sans plus tarder, je le dis sans embâge, je suis croyant.
Avec Christiane, depuis notre mariage, nous appartenons à la communauté de l'Église réformée de France 5. Bien entendu, le lecteur en retiendra ce qui lui conviendra en fonction de sa croyance, de son athéisme, mais aussi de la philosophie qu'il a de la vie. Ma décision prise, je fis une visite à la gendarmerie pour y remplir les formulaires nécessaires à la signature d'un engagement. Après la visite médicale que j'ai passée à Nantes et la signature du contrat d'engagement par mes parents, signature obtenue sans aucune remarque de leur part, je leur dis au revoir, verbalement s'entend, comme si j'allais revenir le lendemain. Je venais de souscrire un engagement pour une durée de 5 années, dans la Marine nationale. C'est ainsi que le 13 mai 1937 vers 10 heures du matin, je montais dans une Micheline en gare de Redon. J'allais vers mon destin de voyageur sur la Terre. 1937 chapitre 5, La Royale. Je serai relativement bref sur ce passage dans la Royale, tout en soulignant ce que je lui dois. J'étais âgé de 17 ans et demi. C'est donc en pleine adolescence que j'arrivai au 3e dépôt des équipages de la flotte à Lorient. Très vite, je rejoignis l'hôpital maritime en qualité d'élève infirmier. En 1938, j'étais breveté matelot infirmier. C'est là que va commencer pour moi une première sélection à laquelle je ne m'attendais pas. J'avais été choisi pour être affecté au bloc opératoire. Ce que j'acceptais bien évidemment. Après une formation rapide dans ce domaine, j'obtins la qualification d'infirmier anesthésiste. Aujourd'hui, on dirait que cela représentait un plus par rapport aux collègues moins chanceux. À cette époque, le corps des médecins anesthésistes n'existait pas. Ce rôle était dévolu aux infirmiers, qui anesthésiaient les patients sous la supervision directe du chirurgien. Ce fut ma première petite avancée dans la qualification et son corollaire l'ascension sociale, au sein de la santé publique. Elle va durer près d'un demi-siècle. Je deviendrai ainsi cadre en matière de santé publique, puis expert de l'Organisation mondiale de la santé, où j'exercerai mes compétences pendant une vingtaine d'années, tant en service actif qu'en tant que consultant à court terme et ce jusqu'à l'âge de 66 ans. C'est à ce poste d'anesthésiste que je vécus la première partie de la guerre de 1939 à 1945 et que j'assistais à l'arrivée des Allemands à Lorient, le 21 juin 1940. Après quelques semaines d'occupation, une opportunité se présenta à moi. Sans aucune hésitation, je la saisis, entraînant dans cette aventure un de mes camarades de l'hôpital. D'un commun accord, nous avions décidé de traverser la zone occupée à pied pour rejoindre la zone libre d'abord, puis Toulon, ville qui serait notre destination finale. C'est ce projet que nous avons réalisé en septembre ou octobre 1940. Après un court passage à l'hôpital Sainte-Anne de Toulon, nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.